Bonsoir les filles, il y a belle lurette que la nuit est tombée sur Toulouse et dorénavant, un dimanche sur deux à 22h, nouvelle émission, un invité unique, une liste de 15 morceaux, 1 heure pour en parler. L'émission s'appelle donc La Liste, une émission présentée par Joe Kangourou. Dernier détail, le somptueux générique que l'on vient d'écouter est dû à un musicien toulousain, Loïc Laporte, qui l'a composé, enregistré, il joue quasiment de tous les instruments, sauf de la batterie, et c'est Julien Barbagallo, le batteur de Tame Impala, qui fait de la batterie sur ce générique, qui nous accompagnera deux fois dans l'émission, une fois au départ, une fois à l'arrivée. Voilà pour la liste, et ce soir, pour cette première liste, je reçois... C'est Éric Larraine à l'appareil On the Air. Voilà, Éric Larraine qui pendant 1 heure va nous raconter un peu son trajet musical à partir d'une liste qu'il m'a envoyée il y a une quinzaine de jours par la magie d'Internet, c'est formidable. Éric Larraine, prêt pour cette liste? Ah oui. Le premier morceau que vous m'avez demandé de jouer ce soir, c'est celui-là. Voilà, un extrait des Granados Spanish Dance, dont là c'est un enregistrement de Norbert Kraft, mais je suppose que lorsque vous écoutiez ce morceau, c'était pas forcément lui qui le jouait. Non, c'est pas lui qui le jouait, c'est mon vieux père qui le jouait quand il revenait du bureau, après une longue journée de travail. Il disait bonjour, il allait dans son bureau, il prenait sa guitare et jouait au moins 1 heure. Voilà, ce qui fait qu'on le revoyait 1 heure après seulement. Des fois on rentrait, ça m'est arrivé de rentrer dans le bureau quand il jouait, et c'était même pas la peine, il n'y avait pas de communication, il avait les yeux plantés sur la ligne bleue des Vosges, et personne ni rien n'existait. Oui, ligne bleue des Vosges, c'est pas qu'une image. J'en vais simplement rappeler que vous êtes originaire de Charleville-Mézières, oui. Un peu dans l'Est là-bas. C'est ce qu'on dit, oui. Voilà. C'est pire que le Nord, c'est le Nord-Est. Ouais, c'est le Nord-Est, la patrie d'un célèbre poète. Mais oui, c'est là que sont nés successivement Arthur Rimbaud et René Daumal. René Daumal. L'influence de votre père pour votre découverte de la musique. Votre père qui faisait quoi? Alors, il était ingénieur, il travaillait pour EDF, et ça m'a nourri complètement, quoi, parce que je sais, il y a eu des moments où je me suis demandé, mais comment je connais le rythme, quoi. Comment je connais la mélodie, comment je sais me placer sur une rythmique, et voilà, je l'ai appris, j'ai baigné dedans, quoi. Oui, vous l'avez appris simplement à l'écoute, parce qu'il vous a peut-être pas donné les conseils pour y arriver. Non, en fait, nous étions une famille nucléaire. Le père, la mère et les 4 enfants. Et la mère et le deuxième, c'est-à-dire moi, on n'avait pas le droit de chanter. Ah. On n'avait pas le droit de chanter parce qu'on était faux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et bien plus tard, après avoir rencontré des musiciens chevronnés, j'ai compris ce que ça pouvait faire que d'entendre faux, quoi. C'est je pense, une réelle douleur, quoi. Ça augure mal pour quelqu'un qui après va se lancer dans la chanson, quand même. Oui, mais de la même manière qu'il m'interdisait de toucher à un outil, et même soulever une chaise, c'était limite, parce que j'étais gaucher, donc maladroit. C'est vrai que j'étais distrait, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que plus tard, non seulement j'ai chanté, mais j'ai bossé, j'ai été dans le bâtiment et tout ça. Outre ces danses espagnoles, il jouait quoi, votre père, à la guitare? Il jouait des transcriptions de Bach. Donc ça restait quand même dans un univers très classique.
Ah oui. Ah, il devait jouer un Django Reinhardt. Quand même. Oui, j'ai une photo. Il joue de la contrebasse dans un orchestre de jazz quand il était étudiant. Donc, on rappelle que vous êtes né au milieu des années 50. Deuxième morceau donc, qui fait partie de votre liste, ça va nous ramener un peu plus tôt dans les années 60. Bon, tant pis pour les frustrés, vous l'aurez bien compris. Cette liste, c'est pas l'occasion d'écouter la liste complète des morceaux qu'Éric Larreine, notre premier invité, nous amène, mais bien d'en écouter un petit bout, histoire de se remémorer un peu la suite, et ensuite d'en parler. Bon, les Beatles, Good Day, Sunshine, il n'y a peut-être pas besoin d'en écouter beaucoup pour se le rappeler. Vous aviez une dizaine d'années, ce morceau date de 66, vous aviez une dizaine d'années quand il sort. C'est ça. Et c'est le premier disque que j'ai acheté. Ah ouais. C'est Revolver. Voilà. L'album, même pas le 45 tours. Non, l'album direct. Ouais. J'avais du retard déjà. Ouais. Et c'est parce qu'on m'a fait un tourne-disque, quoi. Puisque effectivement, il fallait pas faire ça. Moi, ce que je crois, ce qui m'a super attiré, c'est ce qu'ils montrent dans Hard Day's Night. Le premier film. D'accord. Et où on les voit, ils habitent ensemble, ils sont super potes, ils font de la musique et les filles leur courent après. Non mais franchement, si c'est pas un modèle, ça. Quand on a une douzaine d'années, effectivement, ça peut être vraiment un vrai modèle. Et voilà, et j'ai bien l'impression que ça me poursuit jusqu'à maintenant, ça, à monter des bandes de potes et se débrouiller pour que les filles courent après. Jolie source d'identification, oui. Ouais. Vous gardez quoi de l'univers des Beatles ? Alors, surtout, une audace terrible, quoi. Une invention incroyable, quoi. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, quoi. Et moi, j'ai cru que c'était ça qu'il fallait faire. Et je me suis toujours débrouillé pour que ça ressemble jamais à ce que j'avais fait avant, que j'avais le droit d'orchestrer de construire ça comme je voulais, et que c'était ça qui était chouette. Morceau suivant. Ce sera tout à fait comme à la radio. Brigitte Fontaine, comme à la radio, avec quand même un putain de groupe derrière elle. Ah oui, c'est l'Art Ensemble de Chicago. Voilà, qui était de passage à Paris à ce moment-là. Beau, et donc enregistré pour le label Sarava, du regretté Pierre Barou, qui les fait venir dans son studio et qui les présente à Brigitte Fontaine et sort ce morceau. Brigitte Fontaine et Areski. Et ça, c'est une découverte parce que... donc je baignais dans la pop, dans le rock, quoi, dans tout ça. Et il se trouve que ça devait être... J'étais en première, je crois. Ou enfin bref, par là, dans ces âges-là. Et dans ma classe, il y avait un gars qui s'appelait Gilles Lacroix. Et j'avais été déjà chez lui, dans sa chambre. Il prenait par exemple un bout de fil de fer et il en faisait un objet en 3D... super intéressant. Il avait fait une lampe de chevet avec 2 boîtes de lait à l'envers pour accorder le motif, enfin des trucs. Tout ce qui touchait, ça devenait quelque chose. Il avait l'intention de devenir architecte et il m'a invité en vacances. Et j'ai passé avec lui 10 jours à Romanche, sur la côte normande, tout seul dans une baraque. Et c'est lui qui mettait les disques. Et là, c'était Archichep, l'Art Ensemble, Mother of Invention. Ouais. Là, ça m'a éclaté la tête. Parce qu'en plus de ça, je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas. Il a fallu vraiment que je m'habitue à ce son, quoi. Le free, quand même, c'est tout d'un coup. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, plus tard, de pouvoir rencontrer Denis Badaud, Denis Charol, tout ce jazz-là. Ouais, tout ce jazz, la compagnie des musiques à Weir. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de chanter comme à la radio avec la compagnie des musiques à Weir, en présence de l'auteur. Et ça, tu vois... Ça le fait. On parle de comme à la radio. Vous étiez un enfant de la radio ? Non, pas à ce moment-là. La radio, elle est venue plus tard. Je passais beaucoup de temps à peindre des lettres, à faire de la publicité peinte. Et dans ce cas-là, évidemment, j'écoutais la radio toute la journée. Ouais. Après le lycée, vous disiez tout à l'heure que vous êtes parti sur des métiers liés au bâtiment. Oui, voilà. Après le lycée, je suis allé sur le Larzac. Il paraît qu'il s'y passait des choses, oui, à ce moment-là, sur le Larzac, donc dans les années 70. Il s'en est passé des choses. Mais c'était... Alors, c'est intéressant parce que
Donc, c'était un camp militaire qui devait s'agrandir, exproprier des paysans qui refusaient de partir. Et il y a eu des grands rassemblements. Et puis, il y a toute une équipe qui s'est posée dans un village qui devait être dans le camp et qui a construit une bergerie sans permis de construire, sans autorisation, de rien du tout, en plein terrain militaire. Et voilà, et j'ai participé à ce truc-là, et c'était quand même très chevaleresque. C'est une très très belle période, et c'est ça qui a fait qu'après je me suis lancé à apprendre un métier du bâtiment. Et l'été dernier, je suis passé à Millau. Et je suis allé à la Blaquière. Et voir la bergerie. Et j'ai été voir la bergerie. C'est magnifique. Et elle est pleine de brebis, évidemment, quoi. Elle est en fonction, avec tout marche, quoi. C'est super beau. Et je repartais et je croise un paysan, un grand balèze, là, comme ça, qui sort d'une grange. Alors je le salue et tout. Puis je lui dis, voilà, je suis content d'être venu. Je pensais que j'avais rêvé, tout ça. On a discuté et tout. Il m'a dit, mais moi, à l'époque, j'avais 8 ans. J'ai dit, oui, mais c'est ça, on s'est croisés, alors. et juste avant de partir, il a posé la main sur mon épaule et il m'a dit, au fait, merci. Et là, avoir pu militer de cette façon-là, quoi, extrêmement concrète, et de recevoir ça c'est bon, quoi. La musique, elle vient de cette époque-là. Votre envie d'en faire vient de cette époque-là? Non, pas encore. Mais c'est plus tard, après, quand c'est en rencontrant des musiciens que je me suis dit que j'allais faire ça. Éric Lareine, on écoute le prochain morceau de votre liste. Ah. Having some hard traveling, I thought you knowed. I've been having some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. Been having some hard traveling, Lord. I've been riding them fast rattlers, I thought you knowed. I've been riding them flat wheelers way down the road. I've been riding them blind passengers dead in Woody Guthrie, ouais. Chanteur réaliste et folk des années 30, 40, 50. Il a dû mourir début des années 60. Oui, ça doit être ça. Woody Guthrie, c'est comment il arrive dans votre univers musical, Éric Lareine? C'est un des premiers disques chants du monde que j'ai acheté. Et ça, c'était au lycée, genre terminale, par là. Oui, en état terminal, voilà. Et à cette époque-là, j'avais rencontré Jean-Marie Mességuet, qui était dans ma classe, et qui jouait la guitare et qui écoutait du blues. Et moi, je jouais de l'harmonica depuis que j'avais été au scout, genre, comme ça, quoi. Et voilà, il m'a fait découvrir le blues et je me suis mis à chanter ça. Et c'est la première chanson que j'ai apprise par cœur. Ah ouais. Voilà. Et pour dire, je la chante encore quand je fais les balances. C'est la chanson que je connais le mieux. Et parce que je l'ai chantée tellement. Et puis ça correspond à cette époque-là où j'étais quand même sur les routes et assez vagabond, quoi. Oui, c'est vrai que Woody Guthrie, c'est la figure du hobo américain. Voilà, c'est ça. Ça, vraiment, toute cette mythologie-là. Ah là là, je porte ça avec moi, quoi. Et en plus de ça, après, comme je bossais, quoi, je faisais enfin voilà, j'étais surtout donc charpentier et tout ça. Et ça m'accompagnait, j'avais l'impression, ça, plus le Larzac, plus tout ça, c'était hyper cohérent, en fait. C'était sur la route et avec le mouvement beatnik, pas très loin. Voilà, c'est ça, exactement. Brotigane, avec Brotigane dans la poche. Ouais, on a connu pire compagnon de route. Prochain morceau, toujours de votre liste, Éric Lareine. Mad Dogs, The Englishman and Joe Cocker. Joe Cocker, c'est la voix qui vous intéressait dans ce chanteur anglais découvert à Woodstock en 69? Oui, c'est la voix et son corps surtout, quoi. Enfin, les deux, quoi, vraiment. Cette façon d'être sur scène. Ah, absolument, ouais. Complètement possédé, quoi.
Et tout ce qu'il fait avec les doigts, là, quand il fait la guitare, j'adore. Et puis il est à moitié dépoitraillé, il a un peu de bide, il a plus grand chose sur le caillou. Enfin, vraiment, il est terrible, quoi. Ah ouais, non. Et puis c'est un interprète, quoi. Voilà. Un grand interprète, quoi. Et là, c'est les arrangements de Leon Russell. Et c'est assez joyeux, quoi. C'est assez énergique. On parle de Joe Cocker, on parle de personnage qui est assez charismatique sur scène. C'est des choses que vous avez aussi essayé de mettre en place sur vos divers spectacles. Où, bon, d'abord, vous avez à un moment donné fricoté aussi avec le théâtre, mais de pouvoir théâtraliser, de pouvoir mettre de la mise en scène, de préparer la façon de bouger sur scène. C'est des choses sur lesquelles vous êtes très attentif. Oui, mais parce qu'il s'est passé un espèce de phénomène, c'est que je me suis retrouvé donc à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. C'est là que j'ai eu mes 2 premières filles. Donc vers la fin des années 70, début des années 80. Voilà, oui, c'est ça. Et là, j'ai rencontré Hervé Lelier, Victor Mayol, Azor, en un mot. Et là, on a monté un groupe qui s'appelait un duo, puis un groupe qui s'appelait Récup Vert. Le seul groupe qui joue dans le même état que vous, c'était marqué sur les affiches. En même temps, j'ai rencontré à Villefranche-de-Rouergue Pierre-Maurice Nouvelle, qui m'a mis sur scène. Vous vous rappelez qui il était ? Pierre-Maurice Nouvelle, c'est un fantaisiste, c'est un clown, quoi, un grand type tout maigre, 1m88 et demi. Et qui m'a montré ce que c'était que le théâtre. J'étais jamais monté sur une scène. Et là, après, j'ai plus voulu jamais redescendre. J'étais vraiment trop bien. C'était incroyable. Et à la même époque, à Villefranche-de-Rouergue, est venue s'installer Katia Cavagnac, qui était une étoile de l'Opéra d'Amsterdam, qui avait participé à toutes les émissions de Jean-Christophe Averty avec les ballets de Dirk Sanders. C'est pour dire qu'elle était rodée à tout, quoi. Et qu'elle était éclectique. Et elle était extrêmement éclectique, oui. Et elle s'est installée là. Elle a embauché d'abord Pierre Maurice. Et puis après, Pierre Maurice, il lui a parlé de moi. Elle est venue me voir un jour dans un concert. J'étais avec le public, hein. Et elle m'a dit, bon, bah, toi, t'as qu'à venir répéter, t'as qu'à venir danser avec nous. Et voilà, et j'ai commencé à Villefranche-de-Rouergue. J'étais dans une compagnie chorégraphique. J'étais dans une troupe de théâtre. Et dans un groupe de rock. Ça paraît quand même assez surréaliste que votre carrière d'artiste puisse commencer à Villefranche-de-Rouergue. Oui, mais à fond, par contre. Mais à fond. Et à cette époque-là, à Villefranche-de-Rouergue, il y avait beaucoup de gens qui étaient descendus de Paris. Il y avait beaucoup de gens de feignants aussi, des types assez formidables. Et donc ça formait une colonie là, à l'intérieur de la ville. Il y avait une ambiance de guerre civile par moment. Et on avait monté un mouvement artistique qui s'appelait l'art approximatif et négligé. Et ça a été répertorié il y a des bouquins où c'est noté, hein. Et c'était terrible. Et on a clos toute cette aventure par un grand gala, ça s'appelait le Grand Gala, où on a tout mis. Donc il y avait de la danse, il y avait un concours de culturisme, il y avait une pièce il y avait le Chapeau de paille d'Italie, qui est une pièce de 2h30, mais nous on l'a joué en 20 minutes. Donc ça ne faisait qu'entrer et sortir en pyjama, tout ça. Il y avait un concert de Récup Vert, il y avait des photos, il y avait de tout. Et c'est ça qu'on a après exporté et qu'on est venu jouer à Toulouse. Et c'est vrai que c'est ce qui est un peu votre marque de fabrique artistiquement parlant, cette volonté de marier plein de styles. Ah oui, le Grand Gala. Quoi. Voilà, et depuis toujours, que ce soit lorsque vous faites des mises en scène pour musical ou lorsque vous montez votre dernier spectacle autour de la figure d'un ingénieur ariégeois. Il y a voilà. Toujours cette volonté-là. Oui, mais en fait, c'est aussi un souci. J'essaye de me rassembler à chaque fois. C'est vrai qu'à cette époque-là, on parlait aussi de spectacle total. Voilà, c'était normal.
Enfin, tout était tenté. On a même dit des rock opéra, faut le faire. Tommy. J'allais dire, le plus connu étant Tommy ou Quadrophenia, voilà. Tous les deux fabriqués par The Who. Et ça, c'est quand même, c'est pareil, c'est des chocs quand même. C'est des chocs. On parle de rock, on va en écouter un tout petit peu là. Là, on est avec un représentant du pub rock, le rock juste avant le punk, Dr. Feelgood, Back in the Night. C'est aussi un peu ce que vous faisiez avec Récuvert, cette espèce de rock très énergique, très simple et très direct. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, on reprenait ce morceau-là avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, il se trouve comme à Villefranche, à côté il y a 2 cases, il y a Cap 2, il y a Concote, ça fait déjà il y a Rodez. Des villes ouvrières en plus. Et là, on faisait facilement 80 bornes pour aller voir des concerts, et dans ce bassin-là, passaient les Inmates, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods. Voilà, et nous, on l'écoutait en vrai. Je ne sais pas s'il passait ailleurs. Les Inmates se passaient régulièrement à Toulouse. Oui, sûrement. Non, mais c'est... oui, c'est vrai. Faut pas déconner. Mais on parle de bassin. Bientôt, c'est une île. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu surréaliste de penser que tous ces gens-là ont pu jouer à 2K, ou ont pu jouer à Fumel, puisque Fumel, c'était un peu le même cas dans le Lot-et-Garonne, ville ouvrière, un bassin vraiment ouvrier, Carmo. ou Carmo, et qui ont reçu la crème de ce style de rock dans les années 80, parce que c'était la musique, le pub rock, la musique des pubs. Et c'est ça qu'on jouait, avec Azor. Comment vous en êtes arrivé à jouer du rock? Donc Récupère, c'est né à 2K, c'est né à Villefranche, on l'aura compris, mais c'est quoi? C'est la rencontre de gens que vous faites là-bas quand vous arrivez dans l'Aveyron? Voilà, c'est ça. J'avais déjà été préparé avec le blues. Et j'ai rencontré ces 2 gars-là, Hervé et Luc Dolette à la basse. Qui arrivait du Nord. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des Lillois, enfin d'Amiens plutôt. Et ça a été une rencontre, complètement électrique. La rencontre avec Hervé, c'est Mick Jagger et Keith Richards, quoi. Non, c'est exactement, c'est pareil, quoi. Vous arrivez à Toulouse comment après, avec Récupère? Comment vous êtes accueilli par la scène d'ici, puisque vous partez de Villefranche, vous vous installez à Toulouse, donc au milieu des années 80. On avait fait des incursions, on arrivait en commando, quoi. Et là, l'accueil à Toulouse, qui est quand même une ville qui, à cette époque-là, musicalement, est marquée surtout par le blues. C'est la ville du blues. Mais c'est exactement à ce moment-là que je fais la connaissance de Feu Nicolas et de Feu Daniel. Voilà, donc Daniel Antoine, qui est mort il y a une quinzaine de jours. Voilà. Nicolas Cassagno, le futur leader de Flying the Talks. Voilà. Paul Persson était encore à Toulouse avec son groupe, et puis partant après en solo. Et c'est vrai que c'est le blues qui marque Toulouse musicalement à ce moment-là. Ouais, on était juste un peu plus énergique, peut-être. Très énervé, hein. Très, très énervé. Et oui, puis c'est en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à écrire en français tous les deux. Et influencé peut-être par ce chanteur-là qui fait aussi partie de votre liste. Bachung, Gabi, c'est ça qui vous fait dire à un moment donné, le français, ça peut sonner, même dans le rock. Oui, c'est Bachung et Higelin, quoi. Oui, c'est à peu près la même période, quoi. Bébé H75. Voilà, et alerter les bébés. Voilà, c'est ça. Là, c'est comme une espèce d'autorisation, quoi. Ouais. Et tout de suite, ça sonne dans ce que vous écrivez? Il me semble bien, ouais. Cet attrait pour l'écriture dont vous nous avez jamais encore parlé depuis la demi-heure qu'on a commencé cette émission. Parce que c'est à ce moment-là que ça commence. Hein. Ça commence aussi avec l'écoute de Bachung, l'écoute d'Higelin. Ah oui, sûrement. Ouais, bien sûr, ouais.
Ça veut dire que oui, c'est ça. Ça veut dire vraiment que c'est praticable, quoi. Et il y a le téléphone aussi, par exemple, aussi dans un autre genre, mais mais qui font du rock en français, qui s'exprime en français, et ça nous a fait beaucoup de bien, hein, vraiment. Hein. Et il y a toute cette vague du début des années 80, Elie et Jacquenot, enfin tout ce mouvement qui tourne autour du punk qui est déjà mort depuis 3-4 ans en Angleterre, mais qui commence à vivre en France au début des années 80. Il y a cette façon aussi pour tous ces groupes-là de revendiquer des paroles en français. Voilà, c'est un élan, quoi. Ça fait partie d'un élan. Et puis, il y a aussi le fait que on chantait jusque-là en anglais, donc, hein, et on savait ce qu'on racontait. On choisissait les textes qu'on chantait, hein, vraiment. Sauf pour se faire comprendre, on était obligé de parler avec les mains. Moi, ça va. Je suis d'origine italienne, j'ai quelques réflexes. mais donc, il y a eu un moment, je me suis dit, non, mais il faut parler pour de vrai, là, maintenant. C'est bon, quoi. Il fallait être sûr qu'au moment où tu montais sur scène, tu savais ce que tu allais dire et que tu allais être responsable de chaque mot que tu allais dire. Voilà. Moi, j'ai commencé en me disant ça. Je sais pas, parce qu'il y a peut-être eu Altamont, par exemple. Il y a eu des choses comme ça. Donc Altamont, le concert des Rolling Stones, où une personne est assassinée sur scène par des Hells Angels. L'assassinat de la femme de Polanski, Sharon Tate. Enfin voilà, il y avait quand même, il y a eu un climat de violence sur le rock déjà, donc il y avait ce souci-là d'écrire et puis d'écrire des états d'âme aussi. Ce qui est le cas du prochain groupe qui fait partie de votre liste, Éric Lareine. Voilà, comme quoi. Hein. Les Clash, I Fought the Law, donc tout ce qu'on vient de dire est représenté par les Clash à ce moment-là, bon, sauf qu'ils chantent pas en français, mais ils font du rock, et ils font du rock pour raconter aux gens leur rage, leur tranche de vie et la façon dont ils voient le monde. Voilà, exactement, et avec quel talent. Hein. Et avec quel talent. Et ça, c'est ce que vous voulez faire à ce moment-là. Ah oui, ça ressemble à ça. Hein. Ouais. On va continuer la liste jusqu'à la terminer dans une petite demi-heure, même pas, mais quand je l'ai regardé, j'ai été étonné de ne pas y retrouver un Mano Solo, par exemple, avec qui quand même vous avez partagé un bout de péniche à Toulouse dans ces années 80. Vous avez travaillé, et je suppose que vous avez aussi travaillé l'écriture. Mais oui, j'aurais pu parfaitement mettre un morceau de Mano, ouais. Mais et quel je vous vois très ému lorsqu'on évoque cette figure-là. Quelle influence vous pouvez avoir l'un sur l'autre à ce moment-là sur la façon d'écrire, de concevoir la musique? Ah mais là, il y a eu carrément un fight, quoi. Ouais. Alors, il est venu à Toulouse pour une série de concerts à la Cave Pau. À cette époque-là, il a appris qu'il était séropositif, et par-dessus le marché, le groupe qui l'accompagnait, la Marmaille a refusé de venir. Donc il s'est retrouvé tout seul en plein clash. Et il est venu habiter à la maison à ce moment-là. Et ça a été quelque chose. Mais et donc il écrivait plus ou moins, moi aussi, dessinait. J'étais au petit soin, ça l'énervait au-delà du réel. Il m'en voulait, alors que moi j'étais là, mais vraiment j'étais conscient de sa situation, et ça lui semblait insupportable, quoi. Et puis moi, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, oui, mais non, mais à quoi ça sert que j'écrive, moi? C'est lui qui doit écrire. Moi, je ferme ma gueule, quoi. J'en étais là, quoi. Et c'est à ce moment-là que une jeune femme est apparue dans ma vie et m'a pris par le col, m'a soulevé de mon appartement et m'a déposé dans le sien, et là, j'ai pu respirer. Ça veut dire que c'est une relation très vampirique. Ah, ça a été terrible, ouais. Mais il était dans une rage. Et bon, évidemment qu'il était dans cette rage-là. C'était correct, quoi. Voilà. Enfin bon, voilà. C'est viril, mais correct, quoi. Et vous avez l'habitude vous avez l'impression d'avoir partagé, d'avoir travaillé sur des choses qui vous étaient communes, musicalement et au niveau des textes, ou pas du tout?
Je pense pas, non. Je ne pense pas. J'ai relu là, récemment des textes là de Mano. J'ai pas l'impression qu'on parlait de la même chose. Mais on était très très collègues, par contre. Mais il y avait la rage qui vous habitait. Oui, ça, il y a celle-là. À ce moment-là. Et du coup, moi, ça questionnait la mienne de rage. Et là, tout d'un coup, je me disais, mais alors c'est quoi ta petite rage, là, mon petit bonhomme? Et en même temps, ça a dû me faire avancer, certainement, quoi. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai arrêté j'ai jamais arrêté. Mais où je me suis calmé sur le je, quoi, sur le moi, mais tout ce que je pensais d'intéressant, tout ça. Allez, prochain morceau de votre liste, Éric Lareine. Medeski, Martin and Wood, trio new-yorkais qui ont mixé plein de choses, mais qu'on attribue assez régulièrement plutôt sur l'univers jazz. Ils avaient fait un passage ici à Jazz sur 131 il y a déjà une petite douzaine d'années, même s'ils sont partis dans plein d'autres esthétiques musicales, y compris avec des hip-hoppers new-yorkais. Ce morceau-là, à ce moment-là de votre liste, c'est pour introduire aussi quelque chose qui vous a marqué, c'est le jazz? Ah oui, c'est l'ouverture totale, quoi. Et ça faisait un moment que je cherchais à savoir ce que c'était la liberté. C'est vrai, parce que c'est un truc je me demande toujours. J'arrive pas à définir ce mot très bien. Et là, tout d'un coup, je suis passé d'une production arrangée, travaillée, composée, beaucoup de boulot avec Mingo, Josserand, sur les 3 premiers albums. Donc ça, on est au début des années 90, voilà. Jusqu'au milieu des années 90, donc il doit y avoir J'exagère. J'exagère, l'ampleur des dégâts. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir, voilà, ces 3-là. Et donc, il y a eu après, il devait y avoir un 4e album qui est tombé dans un trou. Et du coup, une traversée du désert. À cette époque-là, au lieu de faire des albums, j'ai fait des enfants. Ça arrive aussi. Et voilà. Tout d'un coup, j'étais prêt à tout. J'étais complètement prêt à tout, quoi. J'étais tout seul, prêt à tout. Et là, à ce moment-là, déboule en ville Denis Charol, qui joue au Bijou avec la compagnie des musiques à Weir. Coup de téléphone. Bon, écoute, je connais ton album par cœur. Est-ce que tu viendrais en faire 3 chansons avec moi? On répète 20 minutes et on se les fait. Et là, m'a coincé. Il fallait que j'avais dit que je ferais tout, je le fais. Et à la fin, j'ai un ami qui était présent à ce concert qui m'a dit t'aurais pu nous prévenir que t'avais un nouveau groupe quand même. Non, mais c'était complètement dingue. Après, Denis m'a bien expliqué, attention, on n'est pas ton groupe. J'ai dit non, mais bon, voilà, une espèce de... Tout d'un coup, on répète 20 minutes, on joue 40 minutes. Et c'est exact, parce que c'est au quart de seconde. Ouais. Ça réagit tout le temps, il n'y a que des accidents, en fait. Et puis à ce moment-là, il y a Denis Badeau qui s'installe à Musical, l'école, donc... Des musiques vivaces. Des musiques vivaces, ici à Toulouse, et qui cherche des contacts dans tous les coins et qui entend un de mes disques qui dit tiens, lui je veux bien le rencontrer. Tac, on se voit une après-midi et le lendemain on fait un concert au Mirail. Voilà. Donc Denis Badeau qui sortait de son expérience avec l'Orchestre National de Jazz. Voilà, exactement. Et qui amenait toute sa science de l'improvisation, l'orchestration. Sa qualité d'écoute du texte aussi. Juste avant de monter en scène, en fait, il m'a dit bon, de toute façon, il y a un truc qui est sûr. Là, tu ne sais pas ce que je vais jouer, je ne sais pas ce que tu vas dire. Hein. Ok.
Allons-y, on se lance. Ce qui va être le début d'une longue amitié, mais aussi d'un travail plutôt acharné, puisque ce duo-là, autour de textes improvisés en même temps que s'improvise la musique, vous allez le jouer pendant une petite quinzaine d'années. C'est encore quelque chose que vous faites avec Denis Badeau, puisque Denis Badeau est toujours à Toulouse. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, c'est un très beau processus. C'est-à-dire que cette première rencontre-là a été la première d'une quinzaine de rencontres comme ça. Et au fur et à mesure, moi, je peux pas improviser des textes, il faut que je les travaille. J'aime trop faire ça. Donc, je portais des textes et tout s'est fabriqué en concert, en fait. Voilà. Et à la fin, quand on s'est retrouvés au moment où tout était prêt, on a enregistré l'album et on est passé à autre chose. Oui. C'est aussi une époque où vous rencontrez musical, quelque chose d'assez important dans votre carrière. Oui. C'est à cette époque-là, je traînais. Non, Philippe Metz me traînait dans les clubs de jazz qui restaient à Toulouse et comme je suis curieux, je voulais l'entendre, moi, ce jazz que j'ai toujours dit que c'était chiant. Pour moi, c'est de la musique des vieux. et donc, Philippe m'a traîné et donc j'ai écouté du jazz et ça m'a plu. J'ai compris ce que c'était. Mais je continuais à m'ennuyer. Et parce que ce que je vivais comme expérience de spectateur, ça me suffisait pas. C'était de l'entre-soi. J'aime pas ça. Alors j'ai tellement râlé que Philippe m'a dit écoute, si tu veux, tu viens, t'as qu'à venir. Là j'ai une école, là t'as qu'à venir et tu fais des cours de mise en scène. Si t'es pas content. Et c'est ce que j'ai fait, du coup. C'est jusqu'à maintenant une expérience très enrichissante. C'est-à-dire que mais je crois bien que ça fait 20 ans que ça dure. Et ça fait 2, voire 3 ateliers par an. Et je crois pas avoir fait 2 fois la même chose. Je pense sincèrement être l'héritier de Francis Lopez. Et enfin... j'en ai fait des opérettes, si on regarde bien, c'est quand même une forme qui me plaît, moi. Bon, c'est des drôles d'opérettes, mais c'est bien ça la forme, en fait. Et c'est effectivement là aussi du spectacle total, de la danse, de la chanson, du théâtre. Allez, on continue cette liste, sinon on n'aura pas le temps de la terminer. Sonate de Janáček. Là, on revient à une forme classique. Là, on aura compris que c'est peut-être plus l'univers de votre père dont il est question, mais le vôtre, là, c'est des musiques qui vous accompagnent? Moi, j'associe ça au train. Voilà. Pour moi, j'entends ça, c'est que je suis dans le train et il y a des fois où ça m'arrive d'être tranquille et d'avoir un carnet et de pouvoir écrire. Et ça, alors là, c'est un très beau déplacement, quoi. Très beau déplacement, j'adore ça. Allez. Et c'est une musique, qui laisse écrire, quoi, voilà. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Comme je descendais des fleuves impassibles, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible. Des peaux rouges, les ayant cloués nus, les avaient pris au poteau de couleur. Les ayant cloués nus, au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand, ou de cotons anglais, porteurs de blé flamand. Quand avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
J'aime bien cette façon que vous avez eue de construire cette liste. On commence par parler de Rimbaud au tout début, et puis on en est presque à la fin. On retourne sur Rimbaud, chanté par Léo Ferré. C'est quoi là qui est important? C'est Rimbaud, c'est Léo Ferré, ou c'est les deux? C'est les deux. En fait, c'est le moment où je rencontre Arthur Rimbaud, en fait. Ah ouais. Parce que ça m'était complètement passé à travers, moi, pendant l'école et tout ça. Voilà, j'avais pas compris, quoi. Et là, il y a eu une occasion. C'est le Conservatoire de Tarbes qui m'a invité à chanter un répertoire Léo Ferré avec l'orchestration de Léo Ferré. Les scores, avec le symphonique. Oui, puisque dans les années 70, Léo Ferré s'est produit à de multiples occasions en chantant en jouant du Beethoven, mais en chantant après son répertoire avec un orchestre symphonique qu'il dirigeait lui-même. C'est ça, oui. Et donc là, c'est les arrangements d'origine. Et il y avait, je sais plus combien de musiciens, 60, je crois. Des jeunes gens, pendant la répétition, ils étaient tous le nez dans leur téléphone. T'aurais jamais dit que ça allait à la fin donner ça. Mais ça a été magnifique. Et chanter, et en plus dans les pas de Léo Ferré, parce que il fallait que je sois vraiment pile dans les clous. Chanter comme ça, là, t'as vraiment l'impression que tu vas être éjecté de la scène, quoi. Voilà. Tellement l'orchestre peut être puissant et poussé au cul. Ah là là, mais c'est... Et puis tout d'un coup, t'es au milieu de piccolo et saxo, quoi. T'es trop content. Et quand on est là, au milieu d'un orchestre de 60 personnes, qu'est-ce qu'il pense Éric Larreine de l'époque où il était avec quartet de rock? Moi, ça me paraît... Enfin, tout ça me semble cohérent, quoi. Vraiment, hein. C'est assez amusant, cet exercice de liste, parce que... Non, et puis chanter Léo Ferré, et puis... Et Arthur Rimbaud, c'est vraiment démultiplier l'émotion, quoi. Enfin, il n'y a pas de question de sincérité ou quoi, là. De toute façon, t'es rattrapé, là. Tu peux pas faire semblant, quoi. C'est trop fort. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Et là, on revient un peu avec votre amour du folk, votre amour du blues, votre amour aussi des voix bien marquées, donc Johnny Cash. Ça aussi, ça fait partie de votre univers, et que vous avez remis régulièrement sur le devant de la scène, ce style de voix et ce style de musique. Oui, c'est toujours aussi présent. Moi, je me souviens d'un spectacle où vous racontiez la musique américaine à partir d'un studio de radio qui était monté sur scène tel quel. Vous jouiez autant l'animateur radio que celui qui chantait les morceaux qui étaient diffusés à ce moment-là sur la radio. Et c'était ça le spectacle. C'était ce style de musique, toute cette musique américaine des années 50-60, très marquée par le blues et le folk. C'est ça. Mais il faut rajouter à ça les cartons de bouquins de la même époque, quoi. Tous ces livres qui sortaient à ce moment-là, en même temps que cette musique américaine, là, non, ça nous est tombé dessus, j'imagine, avec le plan Marshall, hein, parce que 54, on est en plein là-dedans, et c'est ce qu'on appelle le cool power, ou je sais pas quoi, le soft power. Voilà, on peut dire qu'on a été complètement submergé, quoi. Et sans compter la musique noire américaine, parce que là c'est pareil, quoi. Moi c'est comme ça que j'ai appris à danser, hein. Vous nous faites les montagnes russes. Après Johnny Cash, Régine Crespin, donc immense chanteuse française là, de chant lyrique. Oui, et on notera qu'on comprend absolument tout ce qu'elle dit. Oui.
C'est un chant extrêmement naturel. Et ben voilà, il y a 2 voix, quoi. Voilà. Et moi, je peux être sensible largement aux 2, facile. Et puis, il y a aussi tout le boulot qu'on a fait avec Denis autour des mélodies françaises, fut un temps. Et ça a été... Donc Denis Badeau, là. Denis Badeau, oui, soyons précis. Oui, il y en a eu d'autres. Dans votre vie. Ouais. Et avec Denis, on a exploré ça, ce répertoire-là. Et là, ça a été une sorte, un grand effort. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour être à la hauteur de ça. Évidemment que je chante pas comme ça, pas lyrique, mais je chante toutes les notes, j'essaye. Et limite, j'arrivais presque à lire une partoche, quoi. Ça a été un travail difficile et en même temps qui m'a collé au plafond, c'est ça. J'étais suspendu. Quand j'y arrivais, quand j'étais vraiment content, j'étais vraiment suspendu, quoi. Et voilà, on peut faire du parachutisme aussi, c'est bien. Christophe Monio, donc là aussi quelque chose qui vous a sans doute assez marqué pour en arriver à faire La Reine et ses enfants, par exemple, où il y a des choses comme ça qui... Ah, mais évidemment, bien sûr, oui. Christophe Monio, en fait, c'est le Christophe Monio, Frédéric Gastard, Denis Charol. C'est le trio de la compagnie des musiques à Ouir avec lequel j'ai commencé à coopérer. Et se retrouver dans la même salle de répétition que ces gars-là, c'est déjà c'est énorme le volume de musique qu'il y a là. Et donc il y a eu tout un tas de chantiers à tous les 3. Et puis j'ai bossé, je continue à bosser avec Denis Charol, à jouer avec lui. Mais c'est vrai que la compagnie, ça a l'air d'être quelque chose qui a été très important dans votre processus aussi de création. Oui, parce que c'est une espèce d'essoreuse, ce truc. C'est des impressions très très fortes. C'est une créativité flamboyante, quoi. Ouais. Il y a des moments où c'est staccanoviste, quoi. On sent l'effort, on sent la fatigue, quoi. Avec aussi peut-être pour eux le fait de faire un effort pour accueillir un chanteur qui est pas du tout le point de départ de la compagnie. Non, pas du tout. Non, je suis pas le premier chanteur à avoir chanté avec la compagnie. Juste avant moi, il y a eu Nina Hagen quand même. Oui. Et il y a eu Arthur H. Ouais. Mais c'est vrai que pour la compagnie, il y avait cette façon un peu étrange de laisser une place à un chanteur. Voilà, exactement. Je crois que ça, c'est un souci qui vient de Denis. C'est qu'il aime le texte et de toute façon, la plupart des musiciens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui aiment le texte. Ouais, bien sûr. C'est sûrement leur point commun. Dernier morceau de votre liste. It's a little thing that's gonna please you. Just a little town in Indonesia, Bangkok. Two slendy eyes, men lying in bed. One get his motion, the other say Bangkok. Make love the Japanese way. Bangkok, Pascal Maupeu, rendant un hommage appuyé à Alex Chilton, l'ancien chanteur de Big Star, groupe plutôt mythique des années 70 aux États-Unis. Pascal Maupeu, là aussi une rencontre décisive pour votre musique. Ah ben là,
il arrive là, il est, enfin, c'est pour ça qu'il est en bout de liste, c'est parce que c'est maintenant, quoi. Oui, mais c'est une histoire. Ça fait 10 ans maintenant. Voilà, c'est une histoire qui a commencé avec Éric Larraine et ses enfants et leurs enfants, puisque c'était le guitariste de ce groupe-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis 10 ans. Voilà, et avec qui j'ai fait toutes sortes de tentatives. Ben oui, deux albums, un troisième qui va bientôt arriver pour Chamonix, et puis aussi tout un catalogue de lecture musicale. Donc il y avait ce texte de Pérec que vous avez joué au Garonne il y a 5-6 ans. Oui, 4-5 ans, je crois. Oui. Donc sur son texte sur Rhode Island. Ellis Island, oui. Ça a été une magnifique expérience. On a commencé par une lecture, c'était pour le marathon des mots, mais il se trouve qu'on était à Garonne pour cette lecture et que Jackie et Stéphane ont dressé une oreille. Dans les tenanciers du Garonne. Voilà. Et ils nous ont offert la possibilité d'étoffer, d'agrandir le spectacle. On l'a fait. Et puis après, on a eu droit à la mise en scène de Mathias de Koenig, qui est venu d'Amsterdam pour ça. Magnifique, un type absolument magnifique. Et voilà, donc c'est un spectacle qui s'est monté sur 3-4 ans, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être ce qui caractérise un peu la façon dont vous avez, au fil du temps, fait de la musique et fait des spectacles. C'est cette façon de vous projeter dans des nouvelles aventures, de les clôturer, de passer à une autre. Et on a l'impression que vous avez et que vous continuez à fonctionner comme ça. Le dernier, on en dira 2 mots juste à la fin. Oui. Le dernier fait aussi partie de ces sauts de puce, j'allais dire. Mais cette façon d'imaginer quelque chose, de le jouer, de passer à autre chose. C'est vrai c'est quoi ça? C'est une envie vraiment de varier les plaisirs, d'aller là où vous avez envie d'aller, ou c'est simplement inhérent à la réalité économique du monde de la musique actuellement? C'est clairement inhérent, bien sûr. Mais en même temps, c'est une telle joie d'arriver à fournir. Mais oui, c'est vrai, parce que il y a quand même toujours ce souci-là de produire, de fabriquer, quoi. Voilà. Par exemple, je n'emploie jamais, je ne pense pas le mot projet. C'est très important. C'est justement ça la différence. C'est que c'est pas des projets, ça se fabrique et on vient de voir là, il se trouve que ça a une certaine cohérence en fait, mine de rien. Ouais. Et donc on parlait du dernier projet, on en restera là pour ce soir. Et ça aussi, c'est de l'Éric Larraine, monter un projet musical autour d'une figure industrielle, Aristide Bergès, un ingénieur ariégeois connu pour avoir monté quelques conduites forcées dans les Alpes pour fabriquer de l'électricité. Il y avait qu'un Éric Larraine pour pouvoir monter un spectacle autour de cette histoire-là qui, comme ça, est pas très sexy. Et oui, mais tout d'un coup, ça soulève le problème de notre rapport à la science, de notre rapport à l'eau, tout simplement. Enfin, mine de rien. Alors, c'est très étrange parce que c'est une histoire que je trimballe depuis quand même pas mal d'années, en fait. Et que je pensais jamais arriver à monter. Et puis, j'ai rencontré les gens de Klaxon. Donc, une maison de production et de diffusion à Toulouse. Voilà. Et qui m'ont vraiment aidé à monter toute cette prod-là. Je les en remercie. Mais du coup, ça a eu le temps de mûrir, vraiment. Et au lieu de faire un spectacle plus ou moins incompréhensible, d'avant-garde, un truc, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore là? Tout d'un coup, comme ça a été tellement long à venir, pof, ça tombe pile dedans. Et bon, c'est assez satisfaisant. Et tout à coup, mais j'ai fait vraiment cet effort, évidemment, comme à chaque fois. Tout à coup, c'est lisible. Et j'en suis très heureux. Ce que je vois, l'image mentale que j'ai, c'est des visages, plein de visages, quoi. Vraiment. C'est avant tout les rencontres, là, qui restent. La première image, c'est ça. Et puis, la seconde chose, c'est une fois, un ami qui m'a dit, putain, mais tu te rends compte, là, mais
ça fait 35 ans, mais tu fais ce que tu veux. J'ai dit, bah ouais. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Éric Larreine, merci en tout cas d'être venu partager. Merci pour l'invitation. Cette première liste, donc émission qu'on retrouvera une semaine sur 2 sur les ondes de Campus. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Ça. Et à très bientôt. Donc, il y a Chamonix qui va bientôt sortir. Je suppose que vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Bien sûr. Merci, à bientôt. Au revoir.